Bonjour à toutes et à tous. L'automne est arrivé, il pleut dehors. Au Laker, le nouveau JT de Culture RH est toujours là pour vous donner le meilleur de l'actu RH. Vous êtes prêts? Alors on commence, comme à notre habitude, avec les 5 actus RH du mois. La question de la transparence des salaires est très à la mode depuis la rentrée. En effet, selon une étude ADP, en France, 50% des responsables observent une hausse des questions liées à la transparence salariale. La directive européenne sur la transparence des rémunérations, à appliquer d'ici juin 2026, ajoute une nouvelle dimension à ce défi. Et les enjeux sont réels, puisque 71% des employés français se disent prêts à changer d'emploi en cas d'inégalité salariale. De plus, selon une étude YouGov, 91% des candidats souhaitent avoir accès au salaire lorsqu'ils cherchent un emploi. Alors, responsable RH, êtes-vous prêt à plus de transparence? Un point télétravail maintenant. Vous le savez sûrement, Amazon a récemment pris une décision particulière. L'entreprise va totalement bannir le travail à distance à partir du 2 janvier 2025. Mais qu'en est-il en France? Selon une étude de Zoom, pas de crainte à avoir. Si 64% des chefs d'entreprise disent avoir mis en place une organisation hybride, 82% d'entre eux prévoient d'accroître encore la flexibilité du travail au cours des 2 prochaines années. En France, 36% des actifs télétravaillaient régulièrement ou occasionnellement. Moins qu'au cœur de la pandémie, mais davantage qu'en 2017. Parlons désormais absentéisme et voici une bonne nouvelle. L'absentéisme des salariés français du secteur privé a fléchi en 2023 pour la première fois depuis 2016. C'est une étude WTW qui nous explique que le taux d'absentéisme a atteint 4,8%, soit une baisse de 10,3% par rapport à l'année précédente. Une inflexion qui s'explique par le recul du nombre de salariés qui s'arrêtent au moins une fois dans l'année. En effet, 34% des travailleurs français sont arrêtés au moins un jour au cours de l'année, contre 43% en 2022, soit une diminution de 21%. Il faut faire cependant attention aux arrêts de longue durée. En 2023, 6% des arrêts dépassent 90 jours, représentant plus de la moitié de l'absentéisme, en hausse par rapport à 2022. En parlant d'arrêt de travail, que va changer la nouvelle loi sur la contre-visite médicale? Suite au décret du 5 juillet dernier, les règles concernant la contre-visite médicale des salariés en arrêt de travail ont été clarifiées. Désormais, le salarié doit informer son employeur de son lieu de repos s'il diffère de son domicile. Et la contre-visite peut être réalisée à tout moment durant l'arrêt de travail. Attention alors, car si le médecin contrôleur ne peut réaliser la contre-visite en raison d'une faute attribuable au salarié, absence, refus de se soumettre au contrôle, s'il juge que l'arrêt de travail n'est pas justifié, l'employeur n'est plus du tout tenu de payer le complément salarial pour la période restante de l'arrêt. Enfin, il semble que le travail hybride ait des conséquences très positives sur la parentalité de vos salariés. Selon une enquête d'IWG, 23% des parents en France affirment avoir gagné entre 2 et 3 heures supplémentaires par semaine et 68% estiment que cela a permis une meilleure répartition des tâches parentales. Ainsi, 72% des parents estiment être de meilleurs parents grâce à la flexibilité offerte par ce mode de travail. En effet, 88% d'entre eux affirment être plus proches de leurs enfants, tandis que 84% constatent une amélioration de la qualité de vie de leur famille globalement. Le chiffre du mois, c'est 30. 30, c'est le pourcentage de salariés qui seraient insatisfaits de leur salaire, selon une étude SD Works. Et ce n'est pas une info à prendre à la légère, puisque plus de 5 salariés sur 10, 56% considèrent que le salaire est le facteur le plus important dans le choix d'une entreprise, mais aussi la principale raison de la quitter. Seuls 35% des salariés estiment que leur enveloppe salariale est équitable par rapport aux autres salaires du marché. Alors il est temps de se pencher sur le sujet. Et maintenant, l'info introuvable sur Culture RH. L'info introuvable sur Culture RH, c'est une info sur l'importance de la mondialisation des entreprises pour les salariés eux-mêmes. Selon le rapport World at Work 2024 de GP, 97% des cadres affirment qu'une présence mondiale est nécessaire
pour être compétitifs dans le paysage commercial actuel. 4 cadres sur 5 affirment qu'il est actuellement difficile de trouver des talents qualifiés sur les marchés existants. La majorité d'entre eux, 72%, sont prêts à se tourner vers d'autres pays pour répondre à leurs besoins en talent. Et maintenant, la question RH qui fâche. La thématique du mois de la question RH qui fâche tourne autour du salaire. Face à toujours plus d'envie de flexibilité, le salaire fixe est-il toujours pertinent ? Est-ce que c'est pas mieux de rémunérer avec de la variable, quel que soit le poste ? Pour y répondre, nous accueillons Sandrine Dorbe, conférencière et experte en stratégie de rémunération. Bonjour Sandrine. Pour commencer, face à cette envie de flexibilité des salariés, ne vaudrait-il pas mieux réduire la part de fixe et augmenter la part du variable ? Alors déjà, d'un point de vue purement technique, le salaire fixe, il est là pour rémunérer un emploi. Il est là pour rémunérer un travail qu'on fait tous les jours. Parfois, je dis à mes clients, c'est le travail sur lequel on s'est mis d'accord quand on a embauché la personne, de se dire on attend tel résultat, tel impact au quotidien. Et ça se reflète à travers le salaire fixe. Donc, ce qu'on valorise à travers le salaire fixe, c'est un travail au quotidien, c'est des compétences qu'on met en œuvre, c'est un niveau de responsabilité, tout ça mis en œuvre grâce à l'expérience acquise. Et donc, vraiment, pour moi, le salaire fixe, il vient rémunérer tout ça. Le variable, il vient rémunérer autre chose, il vient rémunérer ce qui dépasse du poste. Si on prend un exemple un peu grossier, les commerciaux, par exemple, leur travail, c'est de vendre. Donc, ils ont un salaire fixe pour vendre des choses. Néanmoins, on attend d'eux qu'ils vendent plus. Et donc, s'ils vendent un certain niveau de produit, là, on déclenche une part variable qui viendra compléter leur salaire fixe. Donc déjà, d'un point de vue purement technique de rémunération, tous les postes, tous les emplois ne justifient pas qu'on variabilise une partie de l'activité. Ensuite, ça fait un moment qu'on parle de crise de pouvoir d'achat, et les gens tiennent beaucoup à leur salaire fixe. C'est ce salaire fixe qui leur permet de payer leur loyer, de consommer au quotidien. Et ce qui est parfois étonnant, c'est dans des grandes entreprises où il y a beaucoup de variables. Vous voyez, on a le salaire fixe, mais il y a aussi des variables individuelles, il y a des participations intéressants, il y a des dispositifs de partage de la valeur qui ont été mis en place en complément de la participation à l'intéressement, et pourtant, même dans ces entreprises-là, la question du pouvoir d'achat est très importante. Donc on voit bien que c'est pas en variabilisant la rémunération qu'on résout le problème sociétal qui est avoir un niveau de salaire qui permet de sécuriser son quotidien. Ah, je comprends. Mais pourquoi dites-vous que c'est pas possible d'instaurer de la variable pour tous les postes ? Comme je vous le disais au départ, le salaire fixe est là pour rémunérer le travail au quotidien. Le variable, que ce soit un variable individuel ou un variable collectif, il est là pour rémunérer une performance. Alors, il faut définir ce qu'est la performance, hein. Mais en tout cas, il est là pour rémunérer autre chose. Et il y a des postes pour lesquels définir des critères de performance très précis, qualitatifs et réguliers, ben, c'est très compliqué. Les postes typiquement des fonctions support, c'est difficile de tous les ans trouver des critères d'évaluation, des objectifs et des critères d'évaluation qui soient vraiment quantitatifs et qui relèvent de la performance. Ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est des personnes sur des fonctions support qui ont un variable, mais où ce variable, il est indexé sur la bonne tenue de leur poste. Vous voyez, donc finalement, je trouve qu'on peut troubler les messages entre le fait de bien faire son travail au quotidien, celui pour lequel on touche un salaire, et ce qu'on va appeler la surperformance. Performance, c'est un mot qui est un peu galvaudé, tout le monde veut être surperformant, tout le monde veut valoriser la performance, sans définir clairement ce qu'est la performance. Il y a des postes sur lesquels le variable peut très bien fonctionner, parce qu'on peut définir des critères objectifs de performance et les mesurer de manière très quantitative sur base régulière, et d'autres où bah, c'est moins le cas. Mhm. Et pour terminer, dans le cadre d'une entreprise qui propose des salaires fixes et variables, comment le justifier auprès du salarié qui est en fixe versus celui qui a du variable ? Comment éviter les tensions ? Pour moi, la question n'est pas tant de comment on le justifie, mais de pourquoi est-ce qu'on va mettre du variable. La question, elle paraît un peu anodine, et pourtant, on ne se la pose pas assez. Parfois, j'ai des clients, des dirigeants, des dirigeantes qui, pour répondre à un problème, me disent, voilà, on pense à mettre en place un système de variables, et la question que moi je leur pose, c'est, mais pourquoi vous voulez mettre en place du variable ? Si la question, c'est que les équipes arrêtent de faire la gueule parce que certains ont du variable et eux non, à mon sens, c'est pas une bonne réponse.
La rémunération, elle est là pour stimuler les comportements professionnels dont l'entreprise a besoin. Alors vous allez me dire, l'entreprise elle a besoin que les gens fassent pas la gueule. Certes. Néanmoins, le variable, il doit avoir un sens. Il doit avoir un vrai sens opérationnel, de dire il est là pour rémunérer quelque chose. Et il y a des postes où c'est facile de le définir, d'autres où c'est pas facile, et ça, il faut être très clair dans sa tête avant, donc faire ce travail de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut un variable, qu'est-ce qu'on cherche à travers ce variable. Il faut avoir une politique de rémunération qui est bien définie, sur laquelle on peut s'appuyer pour communiquer auprès des équipes et être le plus transparent possible. Ce qui crée ce qui crée de l'insatisfaction, clairement, c'est les sujets de rémunération. Les gens veulent plus, c'est humain et c'est normal. Ce qui crée des tensions à long terme, c'est l'opacité. Parce qu'on ne répond pas à leurs questions, parce qu'on n'a pas envie de parler de rémunération, parce qu'on n'a pas envie de remuer les problèmes, parce que, et ça je l'entends, les gens sont de mauvaise foi, on a déjà répondu à cette question 40 fois, en fait, il faut y répondre une 41e fois. Il faut revenir sur le sujet, il faut être en capacité de parler de rémunération facilement auprès des équipes, leur expliquer les décisions de l'entreprise, leur expliquer. Il faut que les gens comprennent la décision, il ne faut pas les convaincre que vous avez raison. En tant que dirigeant, dirigeante, vous savez ce que vous devez faire. D'accord ? Il faut expliquer aux gens et cherchez pas à convaincre les gens, parce que vous n'y arriverez pas, c'est complètement illusoire. Mais il faut que les gens comprennent, et pour qu'ils comprennent, il faut leur parler. Pour leur parler de manière la plus apaisée possible, il faut pouvoir s'appuyer sur un corpus de règles qui a été bien pensé, qui est encore pertinent avec ce que fait l'entreprise aujourd'hui, et pour ça, il faut définir sa politique de rémunération. Eh bien, merci encore Sandrine pour cet éclairage sur la rémunération fixe et variable. Et c'est la fin de notre journal JT de Culture RH. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à Culture RH pour toujours plus d'actu. Et on se retrouve le mois prochain.